Voilà, bienvenue. Merci beaucoup, d'être, parmi nous aujourd'hui. L'an dernier, on avait commencé, les tables rondes par le sujet du financement. C'était là, le gros de l'actualité, l'année dernière. Cette année, on s'en rend bien compte. On l'a vu avec, les chiffres de l'Observatoire, des notaires. La construction en particulier, est dans l'œil, du cyclone Vincent Davy. Peut-être un mot d'introduction pour, nous faire, cet état des lieux, sur la construction. On parlera ensuite un peu plus de la réhabilitation, mais la construction, en difficulté, particulièrement cette année. Alors, je vais pas reprendre les chiffres qui ont été donnés, sur lesquels on est complètement d'accord, hein, sur le nombre de ventes qui a été faites en 2024, qui est très mauvais, puisqu'on était à un peu moins de 500 réservations. Donc, voilà, c'est des chiffres qui n'arrêtent pas de s'effondrer. Le marché de Grenoble, enfin de la métropole de Grenoble, est historiquement à plus de 1000 logements par an. Donc, c'est des chiffres qui sont pas bons. Les prix ne baissent pas pour autant, parce qu'on est globalement des prix stables sur le secteur. Et on a un vrai problème, c'est que les logements qui sont à l'offre, on n'arrive pas à les vendre et on n'a pas suffisamment de logements malgré tout. Donc il y a une double sujet. Je suis ravi que Madame Belair soit là aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le nombre de ventes qui sont faites sur la ville de Grenoble, c'est très faible, hein, par rapport à la métropole. Alors déjà que la métropole, on l'avait dit, il y a 500 ventes. Je crois que c'est 400, c'est 85 pardon, sur la ville de Grenoble. Donc c'est un marché où bah, il n'y a plus vraiment plus suffisamment d'offres à mon sens. Et donc voilà, donc il faut à mon sens, enfin ça va être le sujet, hein, des élections qui arrivent dans moins d'un an, Les élections municipales des l'année élections prochaine. municipales, et il faut absolument que nos élus, même si c'est pas toujours très porteur, prennent quand même ce sujet à bras le corps et délivrent malgré tout des permis de construire, chose qui est absolument pas le cas actuellement. On va, y venir, pardon, à cette, réponse politique à la fois locale, et nationale, qui peut être apportée. Quand vous avez présenté les chiffres, localisés de la FPI, pour cette année, vous avez eu une phrase assez forte, qui était que, en Isère, et en France, plus spécifiquement, on construit, des logements très performants, peut-être les meilleurs d'Europe, mais la difficulté, c'est que presque plus personne ne peut se les offrir. C'est exactement ça, ouais, je pense que ça a déjà été dit par les notaires juste avant. On a, des normes qui n'arrêtent pas de s'empiler, hein. On est actuellement la RE 2020 version 2025, et on parle, en tout cas dans le projet de PLUI, de quand même de repasser en 2028 dès maintenant, et puis pourquoi pas même en 2030. Je pense que c'est voilà, typiquement, puis ça, plus les cahiers des charges de prescription qui sont, votés localement par les collectivités. Alors c'est vrai qu'on dessine des logements qui sont magnifiques, hein, des logements, très environnementaux, très performants, mais je pense qu'on oublie en fait que parce qu'il faut le payer tout ça, hein. C'est des choses qui se payent. Quand on met des options dans une voiture, on les paye, bah, là, c'est pareil sur un logement, et on sort avec des prix de logement qui sont trop importants, et je pense que c'est pas la réalité, c'est pas tant d'équiper ou de suréquiper nos logements, parce qu'on a en effet les logements les plus écologiques d'Europe, mais c'est plutôt d'en faire en quantité, en tout cas plus importante, pour les produire moins cher. Je pense que c'est ça la demande, hein, actuellement. Sur la production de logements, sur le coût des matériaux, Marilène, Ponce-Puricelli de l'AFBTP, Isère, quel est l'état des lieux? On en a beaucoup parlé il y a 2 ans en particulier de cette augmentation, notable du coût des matériaux. Est-ce qu'on a un retour à la normale? Quelles sont les voies de blocage, les leviers de blocage actuellement? Alors effectivement, depuis 2021, on a subi des grosses, hausses de coûts de matériaux. Aujourd'hui, on est plutôt sur une stabilisation de nos prix, mais pas de baisse des coûts de matériaux. À cela s'ajoute, comme ça a été précédemment dit, l'impact des normes, essentiellement de la réglementation, de la RE 2020 avec, les seuils 2020, 2025, voire 2028 sur, le nouveau PLUI. Donc oui, ça c'est vraiment, ce qui nous impacte le plus. Sur les années précédentes, depuis 2021, on n'avait pas pu, répercuter ces hausses de coûts de matériaux dans nos marchés. C'est chose faite depuis, maintenant, 2 ans à peu près, ce qui provoque un coût de construction, plus important pour nos donneurs d'ordre, pour les maîtres d'ouvrage. Donc une difficulté pour eux, pour, répercuter ces prix de vente. Comme on l'a vu aujourd'hui, la hausse des prix de vente est plus possible. Donc c'est un vrai point de blocage. Il y a, un autre sujet qui provoque la hausse du coût de construction, c'est le foncier.
aussi. La rareté Voilà, la foncière, rareté ouais. foncière. Donc là, c'est pas nous constructeurs, qui subissons, ces coûts, ces hausses de coûts, mais ce sont bien nos clients, les promoteurs et les maîtres d'ouvrage. Donc voilà, toutes ces choses, accumulées, la hausse des coûts, l'accumulation des normes qui ont un coût et la rareté foncière qui augmente, qui serait censée augmenter, le prix de vente des logements, mais ce qui est plus possible aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour peut-être pour le contexte, général. La réponse, politique, elle peut être, locale, elle peut être nationale. Margot Belair, peut-être déjà, est-ce que vous avez entendu le message de Vincent Davy sur la production, de logements dans l'agglomération et à Grenoble en particulier? Qu'est-ce qui fait que, cette production de logements neufs, en particulier à Grenoble, est grippée actuellement selon vous? En tout cas, pour commencer, pardon, je partage, le constat de ce ralentissement. On le voit nous, sur la ville de Grenoble. On est passé, en 2024, là, on a fait notre bilan, on est à 238, logements qui sont mis en chantier et sur la période 2016-2023, on était plutôt sur une moyenne de 575. Donc on a, constaté aussi ce ralentissement et on partage le fait que ce n'est pas une bonne nouvelle. On a des difficultés, nous, aujourd'hui. On a besoin de logements à Grenoble, mais aussi dans l'ensemble de la métropole. On est volontaire pour la production de logements et on voit que malgré certaines délivrances de permis, les ventes sont retardées. C'est difficile pour les accessions. On ne va pas revenir sur les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, qui sont très parlants, mais c'est un effet qu'on a et qu'on voit, sur l'ensemble de la ville. On a, en parallèle, une politique qui est ambitieuse sur la construction de logements. C'est-à-dire qu'on a adopté, à l'échelle de la métropole, un plan local de l'habitat qui est extrêmement ambitieux. Nous, les élus locaux, on voit bien qu'il y a des demandes, de logement, des gens qui cherchent à changer de logement. On en a parlé tout à l'heure, on voit que le marché du locatif aussi est très impacté puisque l'accession étant grippée, il y a un turnover qui est compliqué dans le locatif. Ce qui produit aussi des quartiers qui commencent à se dégrader en termes de locatif, puisqu'il n'y a pas de turnover, donc les travaux ne sont pas forcément effectués, et cetera, et donc on a de plus en plus de dégradation et on a, 18 000, demandeurs de logements sociaux qui sont en attente à l'échelle de la métropole et la ville de Grenoble a porté des efforts très volontaristes. On est passé en quelques années, de 20 de logements sociaux à l'échelle de la ville à quasiment 25 aujourd'hui en proposant, des projets neufs. Ce que je veux dire par là, c'est que, il y a, des opérations. On est quand même dans un contexte aujourd'hui à Grenoble d'une ville qui est finie. C'est-à-dire qu'on n'a plus de grandes, friches à reconvertir et cetera et toutes les opérations qui se font sur le territoire sont des opérations qui sont complexes. Soit dans des projets, urbains, sur lesquels, oui, nous assumons de vouloir, du logement de qualité. Je salue d'ailleurs, on a des opérations extrêmement exemplaires qui se font, sur ces projets-là, que ce soit sur la presqu'île, sur Flaubert. Et puis on a des opérations qui sont des fois beaucoup plus complexes. On a mis 5 ans à trouver un modèle pour réhabiliter la cité de l'Abbaye, parce qu'on avait un espèce de ping-pong entre l'État, une partie de l'État en tout cas, qui ne voulait pas financer un modèle de réhabilitation, mais juste déconstruire et reconstruire, et une autre partie qui nous disait qu'il fallait absolument garder la cité telle qu'elle était. Donc en fait, on se retrouve nous aussi en proie à ces difficultés. On essaye d'avoir aussi un développement volontariste sur ces sujets-là. Et pour vous dire, on a aussi parfois des changements de pratiques qui s'opèrent. Je vois aujourd'hui, sur les acquisitions amélioration, on est passé de 22 en moyenne par an d'acquisitions amélioration, donc de racheter des logements pour les faire réhabiliter et après les transformer en logements locatifs sociaux, à 126 en 2024 et on continue. Donc évidemment, il y a aussi un déport qui se fait et c'était l'objet aussi de la table ronde. On ne va pas arrêter de construire du neuf parce qu'on a besoin de neuf et on a des quartiers qui ont encore quelques réserves foncières pour accueillir du neuf, mais on arrive quand même au bout de ces réserves. Vous l'avez dit, ça a un impact sur le foncier. Aujourd'hui, des propriétaires qui vendent à Grenoble vendent extrêmement cher leurs parcelles. Et du coup, ça oblige des équations de construction à se faire au détriment, des fois, de la qualité du projet, de la qualité de l'insertion urbaine. On est dans une ville dense, une des villes centres les plus denses de France. On est à plus de 8 000 habitants au kilomètre carré. C'est quasiment les mêmes taux que la petite couronne de Paris. Et donc, on a aussi cette attention sur l'insertion
qui rendent des fois aussi les sujets, les projets complexes. Mais en tout cas, on a, et je voudrais quand même donner aussi un mot de soutien parce que je sais et je croise régulièrement des personnes de la profession, des entreprises du bâtiment, des entreprises de la promotion, des architectes qui sont en grande difficulté. Et je dois aussi apporter, et j'apporte mon soutien à ces professions-là parce que on voit que c'est extrêmement difficile alors même qu'on a une démarche volontariste. Vincent Davy, une ville finie, donc des constructions plus exemplaires, c'est aussi quelque part la difficulté, puisque aux normes que vous avez évoquées, les normes environnementales s'ajoutent parfois, alors je ne parle pas uniquement de Grenoble, mais des chartes municipales, des chartes de collectivités d'interco, et dans lesquelles il faut naviguer, faut que vous puissiez vous retrouver. Alors déjà sur la notion de terminaison de la ville de Grenoble, on n'a peut-être pas tout à fait la même approche, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Grenoble malgré tout. Mais là, enfin, je crois que le débat, faut l'élargir un petit peu et on parle de la métropole de manière générale. Ce qui est sûr, c'est quand même que c'est quand même les élus et particulièrement les adjoints à l'urbanisme qui ont entre leurs mains la valorisation foncière. Parce que finalement, la valorisation foncière, nous, on achète un terrain, on achète des mètres carrés constructibles. Et quand des élus trop souvent, alors je ne cite pas spécialement Grenoble, hein, mais vous baissez la densité, c'est ce qui surenchérit le prix du foncier. C'est ça aussi que. Et je pense qu'il y a un partage, en tout cas, qui doit se faire sur la responsabilité de la hausse du prix du foncier. Parce que finalement, les élus, en rabaissant la densité d'une opération par rapport à un PLU, hein, c'est très régulièrement qu'on va présenter un projet en mairie et puis qui me dit bah oui, ça serait bien d'avoir un étage de moins, 2 étages de moins pour des raisons qui regardent, je sais pas, les voisins ou je sais pas quoi. Et là, on participe à la surenchère foncière. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis en effet, sur les normes, je pense on a déjà beaucoup de normes en France. Et moi, je regarde ça de manière assez inquiète, hein, le projet de PLUI qui va se faire voter sur Grenoble, de dire non seulement le niveau français est trop important, et on n'arrête pas de le dire au niveau national, hein, on dit je pense qu'il faut redescendre d'un cran. Et là, en plus de ça, on renforce, on reprend 3 ans d'avance sur le niveau national. Moi, je pense pas que ça aille dans le bon sens. Les logements de qualité, on sait les faire. Vous l'avez dit, Madame Madère, on est d'accord, mais je suis pas certain que ça soit en tout cas dans ce sens-là qu'il faille encore plus pousser le curseur. En tout cas, à mon sens, la qualité des logements n'est pas à remettre en question, mais je suis pas certain que ce soit ça qu'il faille, sur ce point-là, qu'il faille accentuer. Michel Savin, sénateur de l'Isère, plusieurs sujets, on l'a évoqué dans cette crise du logement. Il y a des réponses nationales qui peuvent être apportées. C'est quelque part aussi le cas avec certaines mesures du projet de loi de finances qui a été évoqué. C'est aussi le sujet de l'objectif ZAN. Et d'ailleurs, le Sénat travaille actuellement à revoir ces objectifs-là et la mise en place de cet objectif. Peut-être à travers la loi de finances, qu'est-ce que vous retenez justement des mesures incitatives pour sortir de cette crise du logement? Merci, bonjour à tous. Permettez-moi aussi, avant de passer sur le niveau national, de revenir un petit peu sur le niveau local. Étant élu métropolitain, Effectivement. je ne partage pas tout à fait la vision de ma collègue qui est à côté de moi, parce que les choix qui sont faits au niveau métropolitain, ce sont des choix politiques. C'est une vision qui est portée par une majorité avec des choix qui impactent la politique du logement. Lorsqu'on décide de faire un PLH avec un objectif affiché pour certaines communes de construire 40 à 60% de logements sociaux pour avoir un objectif de récupérer, d'arriver aux 25% définis par la loi dans un temps très réduit, c'est un choix politique que l'on ne partage pas. Tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'une commune se voit dans l'obligation de réaliser 40 à 60% de logements sociaux, on voit bien que la difficulté d'équilibre des opérations, aujourd'hui le logement locatif social est essentiellement financé par l'accession privée. C'est plus le niveau national, c'est pas le niveau local. On voit bien que c'est l'accession privée qui finance le logement social. Donc à vouloir mettre des contraintes aussi importantes, ça pénalise les différentes opérations. Lorsque on décide de mettre en place un PLU très restrictif, et lorsqu'on veut rajouter en plus une charte de l'habitat qui risque encore une fois d'amener des contraintes supplémentaires, c'est un choix politique. Lorsqu'une municipalité décide
d'augmenter de 25% le foncier bâti, c'est un choix politique. Toutes ces mesures additionnées les unes derrière les autres pénalisent aujourd'hui, à l'échelle de la métropole et notamment de la ville de Grenoble, la construction du logement. Voilà qui est la réalité politique au niveau local. Donc, il faut qu'on ait ce débat, et vous avez tout à fait raison, au moment des élections municipales, et j'espère que sur l'ensemble des communes de la métropole, le débat métropolitain, parce que lorsqu'il y a une élection municipale, bien sûr qu'il y a les enjeux des communes, des villes, mais aussi l'enjeu de la métropole. Et donc, la politique du logement est un des secteurs les plus importants sur lesquels on devrait avoir une vision métropolitaine sur la politique du logement. Voilà ce que je voulais dire, parce que lorsqu'on veut, un habitant, un citoyen veut construire, on veut acheter un logement, il a différents critères de choix. Il y a le cadre de vie, il y a bien sûr la proximité des services, écoles et autres, mais aussi les transports. Ça aussi, c'est un choix politique de la métropole. Et donc, tout ça additionné fait qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir des réponses beaucoup plus attractives pour la construction du logement sur la métropole. Et c'est vrai que là, par contre, je partage aussi quand même un point, c'est qu'on a une problématique sur la métropole et notamment sur la ville-centre, c'est le nombre de logements vacants de plus de 2 ans. C'est plus de 3000 logements, je crois, qui sont vacants depuis plus de 2 ans. Ça aussi, c'est une problématique. Et lorsqu'on va rajouter aussi le nombre de logements qui vont être dans l'obligation de ne pas pouvoir être loués, les fameux passoires thermiques, là aussi, c'est une difficulté supplémentaire qui va venir aggraver les collectivités et sur lesquelles nous, les politiques, on doit apporter une réponse, même au niveau local. Au niveau de la métropole, je pense que c'est ce qu'on avait mis en avant pour essayer de réfléchir comment une collectivité métropolitaine, mais aussi la ville, avec d'autres partenaires, peut accompagner les propriétaires à remettre en état des logements pour les mettre en location. Il n'y aurait rien de pire d'avoir une augmentation du nombre de logements vacants sur l'agglomération. Sur le niveau national, maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu aussi à l'échelle nationale. Des débats ont eu lieu au niveau du débat budgétaire avec des mesures qui ont été prises pour l'étendre le prêt à taux zéro à l'échelle nationale, pour relancer la construction du logement. Ça a été aussi élargi à l'ensemble des biens et des secteurs, contrairement exactement, et même au niveau des donations qui sont faites aujourd'hui au niveau des familles. Et puis là, vous avez abordé un sujet qui est tout récent, qui est tout chaud, c'est l'évolution de la loi ZAN avec un projet de loi une proposition de loi qui a été votée au Sénat il y a quelques jours, qu'on appelle TRACE, qui permet d'assouplir les règles du ZAN. On ne remet pas en cause la philosophie du ZAN. Avec la philosophie du ZAN, c'est d'essayer de maîtriser la consommation d'espaces naturels et agricoles. On ne remet pas en cause cet objectif. Par contre, on assouplit le dispositif pour permettre aux collectivités de pouvoir quand même continuer à produire du logement. Je vous donne quelques exemples. Dans la loi ZAN, rien n'était fait sur les dents creuses. Beaucoup de communes ont cette situation avec déjà du bâti qui existe et que les parcelles qui restaient au milieu de ces constructions étaient calculées dans la loi ZAN. Là, on les sort de ces calculs pour permettre aux collectivités, aux promoteurs et autres d'avoir une possibilité supplémentaire sur la construction de ces logements. On a aussi travaillé sur le fait qu'on puisse associer beaucoup plus les élus locaux aux directions qui sont menées au niveau national, parce qu'on voyait bien que tout ce qui descend de Paris, quand on dit Paris, du national qui vient au local, il y a certaines spécificités territoriales qui doivent être prises en compte. Et là, on remet l'élu local au centre du jeu pour travailler avec les services de l'État, pour travailler ensemble sur comment on organise son territoire et pour permettre là aussi d'avoir quelques dérogations possibles par rapport à la loi qui était très restrictive. Merci beaucoup. Marie-Hélène, sur ce point, est-ce que, et Vincent d'ailleurs également, est-ce que vous entendez la réponse politique du gouvernement et du Parlement sur cette loi de finances? On a parlé du prêt à taux zéro, du PTZ. Il y a également d'autres mesures, mais en tout cas, est-ce que, parce que les années précédentes, on se souvient de ce message notamment de Bertrand Converso, le président de la FBTP Isère, qui se plaignait d'un manque de considération, d'absence de réponse même nationale. La donne s'inverse? Alors,
j'irai pas jusqu'à dire que la donne s'inverse, mais en tout cas, oui, effectivement, on s'est senti plus entendu par rapport à cette nouvelle loi de finances. On se salue donc de tout ce qui a été mis en place. Donc, on en a parlé, le rétablissement du PTZ à tout type de logement et tout le territoire, mais que jusqu'en 2027. La défiscalisation sur les donations-successions en faveur de l'acquisition d'un bien en résidence principale. Donc ça, ce sont des vrais leviers en fait pour aider à de nouvelles acquisitions. Le maintien de ma prime rénov, on en Le a maintien de ma prime rénov, effectivement, pour le le maintien du BTP, c'est budget un enjeu important. de ma prime rénov avec des simplifications et une meilleure visibilité sur ce qui est possible de faire, parce que c'est ce qui avait été compliqué sur l'année 2024, les stop and go, en fait, qui bloquaient tous les projets de réhabilitation. Donc voilà, ça sont vraiment et puis l'assouplissement donc du ZAN, ça sont des choses qui vont vraiment aider à un rebond, en tout cas, dans notre secteur. Nous, on est quand même toujours en attente sur d'autres sujets, ce qui a un peu été évoqué en première partie, et ce que réclame la FFB depuis plusieurs années, c'est un statut du bailleur privé pérenne, parce que ça fait plus de 25 ans que s'empilent des différents dispositifs fiscaux pour aider les investisseurs privés. Donc voilà, ça c'est toujours quelque chose qui est réclamé et qui pourrait nous aider. Et puis on revient toujours sur la demande d'arrêter la complexification des différentes normes, que ce soit la RE 2020, le PLUI et ces choses-là. Mais en tout cas, on a quand même bon espoir. On s'est senti en tout cas entendu sur les premiers sujets dont je vous ai parlé. On a bon espoir que ça débloque certaines situations. Vincent a peut-être... Son avis, est-ce que c'est en mesure voilà, de relancer? On parlait de choc de l'offre, d'offre sous le choc. Est-ce que ces mesures-là sont suffisantes pour relancer le marché? En fait, je rejoins complètement ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il faut absolument créer un statut de bailleur privé en France. Et on sent bien que l'absence de réservation actuellement, elle est en grande partie due à ça. Pourquoi? Parce que globalement, c'était à peu près 40% des réservations qui se faisaient pour des investisseurs. Et surtout, c'était des réservations qui venaient vite. C'est les investisseurs qui se mettaient sur le lancement, enfin ce qu'on nous on appelle le lancement commercial d'une opération. C'est d'abord l'investisseur qui se met. L'acheteur en résidence principale, il faut attendre que le chantier démarre, qu'ils sentent un peu l'opération, ils sentent que. Mais nous, notre métier, c'est de vendre sur plan. Et on avait besoin de ces investisseurs-là, qui ont complètement disparu. On a vu les chiffres l'année dernière qui sont quasiment disparus du marché. Alors, pas que grenoblois, évidemment, hein, c'est le marché national, puisqu'il n'y a plus de loi fiscale qui l'autorise. Donc, donc, ça, c'est. Pour relancer la construction, il faut absolument créer ce statut de bailleur privé. Mais en plus, c'est aussi également pour ce que ça permet derrière. Ça permet de mettre des logements à disposition de personnes qui ne veulent pas forcément, devenir propriétaires. Il y a des gens, on l'a cité tout à l'heure, hein, des exemples de jeunes qui répondent aussi à cette demande-là. Hein. Tout le monde ne veut pas devenir propriétaire de son logement. Il y a des gens qui sont en situation de passage, il y a des gens il y a des étudiants, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui se séparent. Enfin, voilà, tout ça, c'est la vie. Et ce que je veux dire, c'est que il faut absolument inciter les Français à réinvestir une partie des Français à investir dans la pierre pour pouvoir produire des logements qui seront mis à disposition de locataires, avec une fois de plus tout un encadrement qui peut se faire que ce soit au niveau des loyers ou au niveau même des revenus nécessaires pour loger. Ça permet en tout cas de mettre un type de logement à l'offre intermédiaire entre du logement social et du logement libre. Voilà. Ce dont on a assez peu parlé jusqu'à maintenant, c'est les caractéristiques des biens. Est-ce qu'il y a eu un alignement, une équation entre les logements disponibles, on aurait pu parler des logements encore disponibles à la vente, et les attentes des acquéreurs? Alors là, j'ai pas d'exemple sur Grenoble, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a très souvent le stock des logements. Alors on a malheureusement sur la métropole une offre de stock de logements invendus qui sont achevés. Et ça, ce qui est très important, normalement, c'est entre 0 et 2%, on va dire, des logements qui sont disponibles. Là, on a sur Grenoble cette année, il y a une part importante, puisque c'est plus de 15% des logements
qui sont terminés et qui sont toujours pas vendus. Souvent, ce sont des trop grands logements, enfin des grands logements, pardon, à partir du T4, T5, où, alors ça vient souvent des élus parce que, enfin une fois de plus des élus, pas que ça, mais c'est souvent, le fantasme des élus qui dit: «Bah, il faut que vous construisiez des T4, des T5 parce que je veux refaire venir des familles dans mon logement». C'est pas comme ça que ça se passe en fait. On peut pas, c'est pas en créant de l'offre de logement qu'on va faire venir les gens. Les gens les gens décident, ils ont un projet de vie, c'est parce qu'il y a un logement disponible, un T4 ou un T5, qui vont venir habiter dedans, quoi. Les familles veulent habiter, peut-être avoir une maison à l'extérieur et pas forcément avoir un T4 ou T5. Alors, je dis pas que ce soit le cas de tous les clients, mais donc oui, la décorrélation, je pense qu'il faut laisser aux promoteurs la capacité à proposer une typologie à ses clients, ceux qui connaissent, quoi. Et en général, c'est plutôt des plus petits logements. On le voit bien, on partage également avec les bailleurs sociaux, nos amis bailleurs avec qui on échange aussi sur ces sujets-là. Ils reflètent tous une demande de plus petits logements qu'avant. Et voilà, donc c'est un sujet là-dessus qu'il faut. Justement, Margot Bénère, en matière d'urbanisme, ces attentes-là, ces besoins de logement, mais également les équipements à proximité. On n'a pas parlé aussi des... Alors effectivement, si la ville est déjà dense, des possibilités de rehaussement de logements. Voilà. Comment évolue le logement? Comment vous souhaitez que les logements évoluent à Grenoble? Je voudrais revenir sur la question des typologies puisque, ce que vous dites, c'est, les bailleurs ont besoin de petits, logements. Ils ont besoin de petites typologies. Je pense que personne aujourd'hui n'a envie de vivre dans un tout petit logement. Les gens, ils ont besoin d'un peu d'espace, ils ont besoin de rangement, ils ont besoin de logements de qualité, vous l'avez dit. Et donc oui, on constate qu'il y a un besoin de petites typologies et d'ailleurs, c'est important d'en produire et il faut des opérations pour ça. Mais évidemment, le moment qu'on traverse aujourd'hui de crise du logement à l'échelle nationale, c'est-à-dire, il y aurait une crise du logement qu'à Grenoble, je pourrais entendre, qu'on devrait se poser des questions. Mais a priori, quand on échange avec tous les élus locaux de France, tout le monde dit un peu la même chose. Tout le monde cherche à trouver des solutions pour, endiguer, ce moment qu'on vit là. Et je pense que, dans ce moment de crise, nous, les élus locaux, on est aussi vigilants à ne pas, créer, des produits qui, demain, n'auront plus vocation à exister ou qui seront compliqués à reconvertir. Donc on essaye d'avoir, et c'est aussi les demandes des élus locaux, c'est qu'on pense la ville, pour les habitants et pour ceux qui vont y vivre. Et donc on essaye d'avoir des typologies un peu mixtes. Alors des fois, en effet, hein, des T4, T5, on voit, hein, nous aussi, que ça ne se vend plus aussi facilement qu'avant. Et puis, il y a même des familles qui cherchent des plus petits logements aussi aujourd'hui, des plus petites typologies. Donc, on s'adapte aussi à ça. Fabriquer la ville, comme on la fabrique à Grenoble, c'est évidemment, pas que construire du logement. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on intervient sur des opérations, globales, pardon, qui permettent d'aménager des espaces publics, de travailler, des dimensions de mobilité, de travailler aussi, la qualité de vie du quartier. Et vous le dites aussi, nous, les enjeux qui arrivent, là et qu'on voit pointer et qui sont extrêmement complexes, c'est ces enjeux de reconversion. Le foncier n'est pas fini à Grenoble, mais le foncier, terrain vague, il y en a plus beaucoup. Et donc, on se retrouve avec des opérations à venir qui sont extrêmement, complexes. Je pense à la reconversion de la tour de la Poste, à Chavant, demain peut-être la reconversion de la tour de la CEPAM. Et aujourd'hui, on n'a pas de modèle, ni pour les élus locaux, ni de modèle économique pour faciliter ces opérations-là, alors même qu'on pourrait transformer tous ces bureaux en logements et demain avoir, des logements, peut-être, de toute typologie sur ce type de bâtiment. Sur la question, de la vacance, c'est un sujet également, vous le disiez. On a un certain nombre de logements vacants. Évidemment, la vacance ne pourra pas tout. Enfin, moi, je refuse le discours qui dirait, «On arrête de construire, on fait que de la transformation de logements». Parce que c'est un discours, qui est faux. En réalité, on aura besoin encore de construire, du neuf, demain. Donc la vacance, moi, je rêve qu'on ait un plan national de lutte contre la vacance. Aujourd'hui, les collectivités sont mal armées, pour opérer sur les questions de vacances de logement. On essaye, hein, on a essayé de lancer des plans, la métropole essaye, le PFL essaye aussi de s'y mettre. On fait des acquisitions améliorations quand il y a des ventes en bloc, on préempte, parce que les logements sont à moitié vides. Donc on se dit et hop, les bailleurs font. Il faut aussi réarmer les bailleurs pour pouvoir répondre, à ces sujets-là. Et donc, je pense qu'un plan national de lutte contre la vacance pourrait aussi aider à relancer la machine. Et puis,
sur la question de comment on fabrique la ville. Moi, je le redis, en tant qu'élu local, je suis en dialogue avec les habitants. On fabrique la ville pour celles et ceux qui vont y vivre, mais aussi pour les gens qui y vivent déjà autour. Et donc, c'est bien normal. Et vous le dites aussi, en fait, on ne va pas transformer Grenoble en un espace où il n'y a que de la location, parce que les gens voudraient vivre tous en maison. Donc, on doit aussi avoir certaines exigences, d'avoir des logements de qualité, des espaces extérieurs. Nous, ce qu'on défend, c'est le droit de continuer à vivre en ville malgré le changement climatique, le réchauffement de notre territoire. Et donc pour ça, on doit aussi prévoir des logements qui sont en capacité d'encaisser les chocs qui arrivent dans les années à venir. Donc typiquement, le Covid nous l'a bien montré, hein, vivre en ville sans avoir d'espace extérieur, bah, c'est un problème. Donc oui, ça fait partie des choses que l'on demande aujourd'hui quand on essaye de travailler en négociation avec les promoteurs, c'est que les logements soient bi-orientés, à minima. C'est qu'il y ait du confort thermique qui puisse encaisser ces chocs-là. Qu'on n'ait pas besoin, dans 10 ans, de venir réhabiliter des bâtiments qui auront été construits en 2025, au moment de la crise. Et hop, 10 ans plus tard, quand il fera 40 degrés tout l'été dans les villes, il faudra tout réhabiliter parce qu'on aura moins bien construit. Donc moi, c'est une attention à laquelle j'ai, tout en faisant attention à l'équilibre aussi de production de logements. C'est un équilibre qu'il faut savoir trouver et dans lequel on essaye de s'inscrire pour faire au mieux et surtout pour penser la ville dans les années qui viennent et pas juste là maintenant répondre à la crise et on verra plus tard comment ça se gère. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon attention quotidienne. Merci beaucoup, parce que l'heure tourne et on va revenir à la deuxième partie des tables rondes. Mais Michel Savin, un mot pour finir. Vous avez peut-être entendu ce message d'un appel à un plan national sur la vacance. Est-ce que ça peut être envisageable selon vous? Et je vous voyais vouloir réagir pour terminer. Oui, 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 je pense qu'au niveau, au niveau de la vacance, surtout lorsqu'on va arriver dans le dur, hein, lorsque la loi sera applicable sur les logements dits passoires thermiques, on va bien tout de suite s'apercevoir qu'il y aura nécessité à avoir une réponse Qui a globale. commencé depuis le Euh, 1er janvier. C'est pour ça qu'au niveau national, il y a une réflexion qui doit se faire avec bien sûr un accompagnement des collectivités locales. Juste un mot sur les chiffres que vous avez annoncés, le nombre de logements finis non vendus, avec une proportion plus importante sur la métropole grenobloise. Il faut aussi qu'on se pose la question sur l'attractivité d'un territoire. On ne peut pas, non, bien sûr, que l'aspect environnement, l'aspect climatique, et puis il y a l'aspect sécurité, l'aspect de l'image renvoyée aujourd'hui par la ville et par la métropole à l'échelle nationale n'est pas le meilleur facteur pour attirer des habitants à venir habiter sur l'agglomération grenobloise. Il faut qu'on se le dise aussi. Donc c'est bien un travail collectif qu'on doit faire. Et le logement, c'est pas uniquement de construire du logement, c'est tout ce qu'il y a autour, les services à mettre à la disposition des habitants, c'est les transports, c'est la sécurité. Et ça doit être travaillé à l'échelle métropolitaine. Il y a un autre sujet qu'on a travaillé sur la loi ZAN, c'est d'anticiper aussi les décisions qui sont prises à l'échelle nationale. Un exemple qui concerne le territoire qui est le nôtre, sur le Grésivaudan, un choix a été fait au niveau national d'agrandir le site ST Microélectronique, ce qui devrait attirer 2000 emplois. Comment on loge ces 2000 emplois supplémentaires? Si les lois sont trop restrictives à l'échelle du ZAN, on se retrouvera dans des difficultés sur lesquelles même le département n'est pas en capacité de répondre. Et là, déjà, on voit même nos collègues savoyards se poser des questions. Est-ce qu'on va être dans l'obligation d'aller habiter en Savoie pour venir travailler sur Crolles? Donc, c'est pour ça que tous les projets d'intérêt nationaux et internationaux qui sont fléchés aujourd'hui sortiront aussi des règles du ZAN, de traces, pour permettre aux collectivités d'avoir cette capacité aussi à répondre à la demande de logement lorsqu'on décide de faire des grands investissements. C'est le cas de ST Microélectronique, ça va être le cas avec le Lyon-Turin. C'est des grands sujets nationaux ou internationaux qui, derrière, ont une conséquence aussi sur la construction de logements. Et il faut qu'on soit en capacité de pouvoir répondre à cette demande, car autrement, on est dans une situation où on va laisser la possibilité aux gens de construire de plus en plus loin, problèmes de transport, d'environnement et autres qui vont se multiplier. Donc oui, il y a des enjeux importants et notamment sur lesquels on travaille. Juste terminer sur la loi qui a été votée par le Sénat. La loi n'est pas aujourd'hui applicable parce qu'elle doit aller poursuivre son parcours législatif, aller à l'Assemblée nationale. Je suis en commission mixte.
Alors, vous savez quelle est la situation de l'Assemblée nationale aujourd'hui. On a beaucoup de craintes, on le dit, hein, beaucoup de craintes sur le texte qui sortira de l'Assemblée nationale. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Quand je dis on, c'est collectivement. Nous, sénateurs du côté du Sénat, mais aussi l'ensemble des professionnels, les collectivités qui soutiennent ce projet doivent se mobiliser pour que l'Assemblée nationale évite de trop modifier ce projet. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour cette première table ronde.